Point santé, on a toujours... Vous m'entendez bien? Je sais pas. Ouais, c'est bon. On a toujours Ghana et Bastien Mepiou qui sont en rééducation. Pour le reste, on a Benny qui est suspendu, qui a pris 3 matchs fermes. Et pour le reste, l'effectif est apte. La suspension de Benny Traoré, justement, vous la trouvez sévère ces 3 matchs? On a vu que le club se réfléchissait à saisir le CNOSF. Vous y êtes favorable? Oui, on attend d'abord la notification de la commission de discipline, notification officielle. Bon, on va en reparler. Et après, c'est vrai que c'est un sujet parce que je trouve ça extrêmement sévère. Bon, on en est là pour l'instant. On sait que de toute façon, il ne sera pas là demain, malheureusement. Voilà, puis on s'adaptera ensuite. Moi, je n'ai rien dit sur... si vous avez bien écouté ce que j'ai dit dans l'après-match, j'ai dit j'ai rien à dire sur l'exclusion, elle est logique, il y a un geste qui est totalement involontaire mais qui est pas maîtrisé. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Après, la sanction, c'est autre chose. Moi, je trouve ça disproportionné. Est-ce que cette rencontre de demain peut changer... on va dire les perspectives, sinon les ambitions de Nantes sur cette deuxième partie de saison, avoir quelque chose d'autre à jouer que le maintien et voilà, rêver un petit peu plus, quoi. Bah, on joue tous les matchs pour les gagner. Alors évidemment, on sait qu'en championnat en ce moment c'est plus difficile. On sort d'un match avec un mauvais scénario, un très mauvais scénario. Il n'y a vraiment rien qui nous a souri, absolument rien. Et donc là, il faut switcher, mais un peu comme on l'a fait face à Pau. Là, c'est Laval, c'est la coupe. La coupe, c'est une tradition nantaise aussi. On se doit de répondre présent sur un match comme ça. On a bien étudié Laval, c'est une équipe qui fait une belle saison, même une très belle saison. Ils sont en haut, ils veulent aller jouer la montée, ce qui est légitime sur leur première partie de saison. On les a bien étudiés et on a préparé ce match-là, encore une fois, comme on prépare un match de Ligue 1. On est en Coupe de France. À la différence de Pau, c'est qu'on reçoit, mais comme à Pau, on doit faire respecter la hiérarchie et s'imposer chez nous. C'est l'objectif d'être au tirage ensuite à l'issue du match. Tirage pour les 8e, on travaille que pour ça. Voilà, et donc pour nous, l'intérêt, c'est le match qui arrive. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut vraiment décorréler ce match, même si c'est de la coupe, de la série actuelle en championnat, où ça va forcément avoir un impact sur les possibilités avant le match suivant à Reims? On sait qu'on a fauté contre Clermont parce que même si le scénario est totalement contre nous, je pense que même à 10 contre 11 pendant 20 minutes à la fin, on doit se servir de notre tête pour ne pas se faire piéger. On s'est fait piéger et encore une fois, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On aurait dû se mettre à l'abri avant. Sur un match que l'on doit gagner, on aurait dû faire match nul, mais on le perd. Donc on a des manques. On a des manques et on travaille sur ces manques-là. Mais on est comme avant Pau. Voilà, il faut regagner un match. Là, on est dans cet état d'esprit-là. Regagner un match. Important de regagner un match aussi à la Beaujoire. On reste sur 2 défaites à la Beaujoire. Donc c'est pas acceptable. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que je veux. Et on doit regagner un match. Laval aussi traverse une période un peu plus compliquée en ce moment. Ils sont à 5 matchs sans victoire en championnat. À quelle équipe vous vous attendez justement face à vous demain? Je l'ai dit, c'est une très bonne équipe de Ligue 2. Ils maîtrisent bien leur sujet. Alors ils ont leur problématique des 3 matchs en 8 jours, là, parce qu'ils jouent 2 fois la semaine prochaine en championnat. Mais c'est une bonne équipe. Il y a quelques joueurs qui ont joué en Ligue 1 aussi, qui connaissent la Ligue 1, qui connaissent le haut niveau. Ils ont des joueurs expérimentés, ils sont équilibrés, donc c'est une très bonne équipe. Voilà. Encore une fois, c'est la coupe, donc il faut vraiment qu'on switch. La coupe, il y a une sanction à la fin, hein. Vous passez pas. Voilà. Donc ça, on a bien négocié notre match à Pau, en le démarrant mal, mais en corrigeant ensuite. Et on s'est imposé en gagnant 4-1. Je pense qu'on doit être dans le même état d'esprit. C'est un match où on doit s'imposer. Ça va être difficile parce que c'est la coupe et parce que Laval est une bonne équipe, je le répète.
Mais voilà, dans ce type de match-là, c'est à nous de donner le tempo et de nous imposer. On sait que la pression elle est partout, que ce soit en coupe ou en championnat, mais est-ce que tu irais jusqu'à dire là, parce que c'est une équipe de Ligue 2, défaite interdite, ça serait vraiment encore plus grave qu'une défaite contre Clermont? Je pense jamais à ça. Quand je prépare un match avec le staff, avec les joueurs, on pense à gagner. Après, le match reste le match. Contre des adversaires très forts, c'est difficile de gagner, mais parfois on y arrive. On l'a fait contre Nice. On aurait dû accrocher le PSG. Donc on prépare un match en voulant réussir notre match et en voulant gagner. Après, on a déjoué le piège de Pau, quand même, parce que c'était pas facile d'aller là-bas. On a déjoué ce piège-là, à nous de déjouer le piège demain. Alors ce match de Clermont, vous avez pris 2 buts qui rappellent que finalement les progrès défensifs ils sont pas si nets que ça sur certaines actions. Sur le premier, un classique entre guillemets dans le dos de Quentin, et sur le deuxième un but qui rappelle un peu celui que vous prenez à Lyon où Oui. les joueurs font 80 mètres. Comment ça se fait finalement que ça perdure ces problèmes? Je pense on subit moins. Alban a moins de travail à faire, très clairement. Mais le peu qu'on subit, ça a trop de conséquences encore. Je crois que je me répète conférence de presse après conférence de presse. Dans notre équilibre défensif, c'est mieux. Dans notre animation défensive, c'est mieux. Mais on est toujours plombé par les mêmes problèmes, à savoir une mauvaise décision individuelle quand il faut décider en ayant peu de temps, un mauvais choix, une mauvaise intervention, un mauvais placement. Et ça, c'est vraiment des erreurs individuelles. Il faut qu'on soit plus dur défensivement, plus défenseur dans l'âme. Et c'est vraiment le gros enjeu, parce que on ne peut pas faire tout ce qu'on fait dans un match, faire autant d'efforts. Sur le plan athlétique, on est bien. Les datas sont très bonnes. On prépare, je trouve, très bien nos matchs, mais après, on doit être beaucoup plus dur, beaucoup plus exigeant dans les deux surfaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tuer le match quand on doit tuer le match. Et je pense que contre Clermont, on doit clairement le tuer, entre guillemets. Et être beaucoup plus dur dans notre surface pour défendre notre but. C'est, je trouve, trop facile encore pour nos adversaires de nous marquer des buts. Et voilà, c'est un gros enjeu. Parce qu'il y a le premier but, on peut considérer qu'il y a une erreur, mais le deuxième, il y a quand même une succession d'erreurs entre la perte de balle, la première récup, et ensuite, il y a plusieurs joueurs qui peuvent intervenir. Donc, c'est pas que l'urgence, c'est aussi peut-être peut-être un problème d'organisation ou de... Là, c'est très clairement de la réflexion. Réflexion en situation jouée. Je l'ai dit après le match. On se plombe le match parce qu'on n'a pas joué avec notre tête sur la... Même si on était 10 pendant 20 minutes, et ça peut être long. Mais là, on était plutôt solide, même à 10. Et on s'est exposé de manière incompréhensible. Moi, du côté, je la vois venir gros comme une maison. T'as beau crier dans l'instant, on t'entend pas, mais tu le vois venir de l'extérieur. Et on a manqué de réflexion. Il faut qu'on ait beaucoup plus de réflexion, parce que dans le jeu, ça reste ça quand même. Faut réfléchir pour jouer au foot. Est-ce que vous partagez l'agacement des supporters qui ont vu le match décalé et ça a fait pas mal causer autour de cette rencontre? Et est-ce que pour le groupe, pour la préparation, ça a eu une incidence ou pas du tout? On a été tenu informés comme tout le monde. Donc le match est décalé. Après, pour nous, dans la préparation, non, parce que ça n'a pas changé notre planning ou notre timing. Ça le changera demain. On aura juste un peu plus de temps dans la journée pour aller jusqu'au match. Donc ça, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Pour les supporters, c'est évidemment une décision bizarre si peu de temps avant le match. On ne peut que déplorer ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont organisés pour venir au match, qu'ils soient nantais et lavallois d'ailleurs, à mon avis. Et c'est je ne sais pas s'il y a des gens qui ne pourront pas venir du coup, mais en tout cas c'est fâcheux et c'est pas très, très respectueux pour nos supporters. Vous avez été consulté? Non, on a été informés. D'accord. Vous n'avez pas demandé votre avis?
Non. Non. C'est la télé qui décide, non? C'est comme ça d'habitude? Non, je sais pas. Non, mais parfois il y a des discussions en amont avec les clubs. Ah. Je crois que la FFF ou BIN avait dit que les deux clubs avaient été consultés, c'est pour ça. Consulter ou informer, c'est pas tout à fait le même mot, mais. Ou alors tes dirigeants ont été consultés et pas toi. Non, parce qu'on a eu l'information tous en même temps. Merci aux deux clubs d'avoir pu répondre favorablement à notre demande. Voilà. Exact. Non, c'est juste. Bah, allons-y alors. C'est de qui cette phrase? Florent Ouzot. D'accord. Ce sera la phrase du jour. Jocelyn, tactiquement, on a vu que tu avais cherché quelque chose en première mi-temps contre Pau. Ça s'est également produit contre Clermont avant que tu ne changes. Est-ce que désormais... C'était pas la même chose. Non, c'était pas la même chose, mais il y a eu aussi des changements entre la première et la deuxième période sur les deux rencontres. Est-ce que tu as un schéma plus décidé désormais dans ton esprit au vu de ce que tu as pu voir et avec les joueurs que tu as à disposition? On a joué dans différentes animations, dans différents systèmes qui peuvent bouger aussi, qui peuvent être hybrides, qui peuvent être aménagés en fonction de si on a le ballon et si on ne l'a pas. On n'a pas de continuité en termes de résultats. Après, on a, que ce soit tel ou tel système, les principes restent les mêmes. Donc on arrive quand même à travailler sur la durée, sur une animation défensive qui tarde à trouver son efficacité et une animation offensive qui, je trouve, s'améliore avec plus de situations et notamment depuis le mois de janvier, on est quand même, vous en conviendrez, plus tranchant, plus surprenant, à défaut d'être pour le moment ultra réaliste. Il nous manque ça encore. Mais je pense que le travail que l'on fait n'est pas suffisant aujourd'hui, il faut en faire plus. Très clairement, et collectivement et individuellement, quelle que soit l'animation. Alors, il y a des choses positives dans ce qu'on fait, mais il faut s'accrocher et être beaucoup plus engagé, plus incisif, et défensivement et offensivement pour que ça prenne forme. On évoquait cette série de défaites là avec Moussa tout à l'heure, qui disait avec ces mots... En parlant du staff, on sent que ça les fait chier. Comment toi tu vis ça actuellement? Il y a les joueurs aussi, je vous rassure. On en a parlé évidemment dès la reprise et pour analyser, pour montrer que c'est vraiment, alors là sur Clermont, mais aussi sur les quelques buts Brest, Lyon, Pau, c'est vraiment nous qui nous mettons dans la difficulté tout seuls et ça c'est révoltant. Ça doit... Il faut combattre ça. On est évidemment, moi à titre personnel, je suis évidemment extrêmement déçu et je le vis mal parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, surtout après avoir gagné le premier match contre Nice en ayant vu de très belles choses. Et donc il faut qu'on inverse la tendance. Et pour ça, faut bien se préparer, faut être très pro, faut s'entraîner très bien. Faut être très exigeant aussi, et je le suis. Je laisse rien passer dans la vie du groupe ou sur le terrain. Voilà. Et après, il y a notre situation actuelle où on doit à la fois, je le dis, se révolter par rapport à ça, mais il faut qu'on garde l'unité aussi, parce que quand ça ne va pas, il faut qu'on passe ce très mauvais moment là, tous ensemble. C'est ce qu'on fait, mais il faut qu'on continue à le faire pour que ça s'inverse. Sur les 3 derniers matchs, il y a eu des changements dès la mi-temps. C'est parce que c'est des cas différents ou c'est parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui ne convenait pas dans l'animation qui était sur le terrain? C'est à la fois des choses dans l'animation qui ne fonctionnent pas ou alors des défaillances individuelles. Faire un changement, ça ne veut pas dire forcément une défaillance individuelle. Ça peut être que tactique. Mais là, sur les choix qui ont été faits, que ce soit Lyon, que ce soit Pau, là, c'est un mélange des deux. Du coup, ça donne l'image, en tout cas à l'extérieur, d'un entraîneur qui cherche, qui n'a pas encore trouvé.
Un entraîneur cherche tout le temps. Celui qui ne cherche pas, il ne doit pas faire ce métier-là. Je l'ai déjà dit, on n'a jamais de certitude, on a des convictions. Mais évidemment, quand il n'y a pas les résultats escomptés, on doit à la fois garder le cap, mais aussi s'adapter et tenter des choses, faire des choix en gardant de la cohérence. Il faut garder de la cohérence. Mais il y a des aménagements à faire, il y en aura encore demain, parce que c'est nécessaire et on doit garder tout le monde investi, tout le monde sous pression, tout le monde dans l'exigence. Et c'est ça, entraîner, c'est ça le management. Après, je préférerais avoir à vous dire, on a une stabilité, on a une bonne dynamique en ce moment, on a des bons résultats, il y aura des changements à la marge. Tout le monde doit se tenir prêt, etc. etc. Ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, il faut à la fois garder de la cohérence et bouger les lignes. On a vu récemment des jeunes joueurs du centre de formation intégrer à la fois le stage et le groupe pour les matchs. Est-ce qu'il y en a certains qui sont proches de gratter du temps de jeu ou ils profitent plutôt d'une situation conjoncturelle liée à la CAN ? Alors, on a 4 joueurs en moins, donc on a un peu plus d'espace. On a 3 joueurs qui sont partis aussi. 2 qui sont arrivés. Je l'ai déjà dit, on doit faire de l'espace, créer de l'espace pour ces jeunes-là, parce qu'il y a de la qualité en dessous, il y en aura dans le groupe demain. Voilà, après à eux de s'exprimer sur ce que j'ai vu depuis, pour la plupart depuis une quinzaine de jours. Ils s'adaptent très bien à l'exigence et au niveau que l'on a. Le niveau ne baisse pas, même s'ils sont 4, 5, 6. Cette semaine, ils étaient 6 avec nous. Donc, le niveau ne baisse pas. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à hausser le niveau. On a des joueurs qui ont de la qualité, qui ont de la réflexion aussi. Et, après, ce sera à eux d'aller chercher les choses. Mais en tout cas, mon souhait, c'est évidemment de créer les conditions pour qu'ils se sentent bien et qu'ils montrent la qualité de notre académie. Sur ce sujet-là, un joueur, Hugo Bunsingame, est-ce que tu peux nous en parler? On a eu la surprise de le voir entrer en jeu en fin de partie contre Pau. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as fait monter, pourquoi tu as choisi de lui laisser du temps, de lui donner du temps, et en plus il enchaîne les feuilles de match depuis ça? Ouais, c'est un excellent joueur de foot. Il a beaucoup de qualité. C'est un joueur à la fois très technique, gaucher, très dynamique, qui voit avant, qui s'informe bien et qui, voilà, pour passer le petit cap, le palier, doit juste durcir un peu son jeu au cœur du jeu. C'est un vrai milieu d'intérieur. Et aujourd'hui, dans toutes les équipes, pour exister au milieu, il faut vraiment, sur le plan athlétique et sur le plan de l'engagement, apporter des garanties. C'est la seule chose qui lui manque. Après, c'est un super footeux. C'est un garçon à l'écoute. Et donc, voilà, il donne un bon exemple aussi à ses potes de l'académie pour aller frapper à la porte. Donc on a parlé de la suspension de Benny. J'imagine que ça change pas mal de choses à la fois numériquement, parce qu'il n'y a pas énormément de monde, et puis dans l'animation, est-ce qu'on peut imaginer un schéma qui change à nouveau en fonction de son absence? Ouais, c'est vraiment, on avait réussi à le faire venir vite, et là qu'il ait pris 3 matchs, bon, c'était pas du tout dans les plans, surtout que ça survient à un moment dans le match contre Clermont, au moment où il doit sortir, il doit être remplacé. Et nous, on n'avait pas vu, d'ailleurs personne n'avait vu, même pas les arbitres, on n'avait pas vu ce mauvais geste. Et bon, après, à nous de nous adapter. Quand on est entraîneur, on doit s'adapter en permanence. Benny ne sera pas là et c'est à nous de booster ceux qui démarreront et de booster ceux qui seront sur le banc, prêts à aider l'équipe pour finir le match. Il y a toujours les starters, il y a les finishers. Voilà, c'est important de mobiliser tout le monde. Voilà. J'avais une question sur le contexte de cette rencontre qui intervient quasiment 5 ans jour pour jour après la mort d'Emiliano Sala, comme vous le savez. Est-ce que vous en avez parlé au groupe cette semaine et comment vous l'aviez vécu, vous, à l'époque, lorsque ça s'est passé? C'est toujours un sujet douloureux. Moi, je n'ai pas connu Emiliano à Bordeaux parce qu'il était parti un peu avant. Mais évidemment que je le connaissais, que je l'ai toujours croisé. Je sais que
J'ai des joueurs qui étaient proches de lui à Bordeaux, très proches de lui. Donc, c'est toujours douloureux. Ouais, voilà. Je sais que c'est pour ces joueurs-là, c'est pour ses partenaires, ceux qui étaient très proches de lui, c'est toujours très douloureux. Donc, il faut respecter ça. Je suis content que pour lui et pour la très bonne image qu'il a toujours laissée, que ce soit à Bordeaux ou dans ses autres clubs, je crois Orléans, Nantes, j'en oublie peut-être, Niort aussi, pardon. Il a toujours laissé une image admirable. Et à Bordeaux, on m'en parle encore. Les gens de Bordeaux m'en parlent encore. Donc, ouais, c'est bien qu'il y ait cet hommage. 5 ans après, c'est bien qu'il y ait cet hommage. Pour revenir une dernière fois au sport, Pedro Chirivella, sa situation, comment il vit ce qui se passe en ce moment, ses passages sur l'aile, où de fait il est moins à l'aise, et est-ce que ça peut se reproduire, ou est-ce que l'idée c'est quand même à un moment de le remettre au cœur du jeu? Ouais, après encore une fois, il y a défendre côté et jouer avec le ballon à l'intérieur, c'est complètement différent. On ne fera pas de Pedro un ailier de débordement. C'est pas ce qu'on veut. Après, il y a des ajustements à faire en fonction des matchs. J'avais lu une interview il n'y a pas très longtemps de Bernardo Silva, qui est devenu un très grand joueur, qu'on a connu à Monaco, mais qui est devenu un très très grand joueur sur la planète foot, et qui disait qu'il a joué à tous les postes à City, ailier droit, attaquant, latéral gauche, milieu de côté, bon, voilà. C'est le propre aussi des joueurs de s'adapter. Et lui, il dit qu'il faut sans arrêt réfléchir, s'informer, regarder autour comment ça se passe pour pouvoir, dans un match, répondre à des situations ou à des problématiques. Et je pense que Pedro est capable de faire ça aussi. Encore une fois, c'est pas son poste de prédilection. C'est un joueur d'intérieur, il va continuer à nous aider.